peu la prolifération, juste pour avoir une idée. Et puis là, c'est les bases américaines en Irak. Alors qu'on ne me dise pas qu'ils ne peuvent pas combattre Daesh. Hein. Est-ce que vous pouvez nous montrer les bases russes au Canada et au Mexique qui encerclent les USA? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas, je ne les ai pas. C'est la Russie qui s'est rapprochée des bases américaines. Je ne les ai pas. Et puis, dernier point et dernier message des Syriens. Ah, là, vous avez Netanyahou qui est en train de serrer la main. Ça, c'est un truc qui a été fait par la télé israélienne, d'ailleurs, où il disait que c'était les blessés de Jabhat al-Nusra se font soigner en Israël, et donc Netanyahou qui va leur rendre visite, là. Et puis, dernier point, parce qu'on dit, oh, c'est de la parlotte. Ça, c'est le premier point de les premières réunions de la réconciliation, en fait, quand il y a eu des gens qui avaient participé. Et voilà, ça c'est le premier message des Syriens au monde entier qui a été trouvé à Ugarit sur une petite plaque de terre cuite, là, où ils disent, c'est écrit en sumérien. Non, comment on appelle le truc, l'écriture. L'écriture. Pictogramme. Hein? Pictogramme. Non, cunéiforme, oui. Et donc, c'était écrit, donc, casse ton épée et suis-moi pour planter la paix et l'amour au cœur de la terre. Tu es Syrien et la Syrie est au centre de la terre. Ça, c'est le message de la Syrie au monde entier. Ça a été, donc, depuis 7000 ans que ça a été un message de paix et d'amour. Voilà. Bon, il y a la question de Paul. Voilà, là j'arrête. Votre éclairage sur un point qui va sortir pour beaucoup d'entre nous, c'est la question iranienne. Iranienne? Oui, depuis le Shah et l'économie de la République des Mollahs, les relations entre les États-Unis, l'Occident et l'Iran ont fait ce que vous savez. Et depuis pas mal d'années, il était question de bombarder l'Iran. Et c'était redondant comme information. Donc la Syrie, on n'en parlait pas à ce moment-là. Il était question de bombarder l'Iran. Israël le disait de façon très répétitive. Et ce n'est pas arrivé. Or, une des raisons pour laquelle l'Occident veut attaquer l'Iran, c'est que l'Iran peut toujours livrer son pétrole sous une monnaie non internationale, qui n'est pas le dollar, à la Chine et à l'Inde, qui sont en compétition économique avec l'Occident. Et une des raisons pour lesquelles il le faisait par voie maritime, c'est que les gazoducs ou autres, ou les oléoducs, ne pouvaient pas passer par l'Afghanistan qui était en guerre. Alors, qu'est-ce qui a fait que la Syrie est passée, j'allais dire, à la casserole avant l'Iran? Alors, c'est une question qui reste relativement importante parce que l'Iran joue un rôle tout à fait important dans la lutte contre l'Occident. Et aujourd'hui, ils sont tous isolés, mais intacts. Et on voit le rapprochement de la diplomatie iranienne de la diplomatie occidentale. Est-ce que c'est pour éviter les coups ou est-ce que la stratégie occidentale a été contrariée par le soulèvement des peuples syriens au départ, qui était un soulèvement pas pacifique? En fait, l'Iran est devenu un ennemi de l'Occident à partir du moment où ils ont chassé l'ambassadeur israélien de Téhéran et ils ont hissé le drapeau palestinien sur la même ambassade. C'est donc à l'arrivée de Khomeini au pouvoir, alors qu'avant, le Shah était un grand ami de l'Occident et des États-Unis d'ailleurs. Et d'ailleurs, bizarrement, c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu aussi l'ennemi juré des wahhabites, qui commençaient à parler de chiites, qui veulent prendre le pouvoir, etc. Donc, c'est plus cette question politique qui les gênait, et alors que, il n'y avait pas vraiment une volonté affichée de l'Arabie saoudite contre la résistance palestinienne.
parce qu'il continuait à donner un peu d'argent, etc. Mais il maintenait quand même la pression sur la résistance palestinienne, notamment sur l'autorité palestinienne, qui est devenue après l'autorité palestinienne. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi la Syrie? La Syrie, d'abord, il pensait que la Syrie était le maillon faible de ce front de résistance, d'une part. Et puis d'autre part, la Syrie joue un rôle important quand même dans cette lutte contre Israël, mais aussi elle joue un rôle important dans le soutien de la résistance libanaise, dans le soutien de la résistance palestinienne, et que si la Syrie est implosée, disons, ou elle sort de ce pacte, hein, et ben, tous les autres pays seraient appauvris. C'est-à-dire que la Palestine ne tiendrait pas, l'Iran serait coupé d'un bras important vers la Méditerranée, etc. Donc à la fois économiquement et aussi sur le plan politique, elle serait coupée. Vraiment, c'est le noyau de la Syrie. Il était question de détruire l'Iran. L'histoire de la bombe atomique iranienne, ça ne fait pas la route. Donc, pendant plusieurs années, ça a duré pendant 5 ou 6 ans, il était question, les Israéliens disaient qu'on va bombarder l'Iran, etc., etc. Et puis, les choses ont changé. À partir de ce qu'on appelle les printemps arabes, notamment, est-ce que c'était l'opportunisme ou alors le soulèvement syrien qui a précipité la diplomatie occidentale à attaquer la Syrie plutôt que l'Iran et de renverser la situation? Parce que l'enjeu n'est pas le même au fournisseur de pétrole et de gaz. La volonté occidentale et israélienne, elle est très déterminée en fait depuis des années à casser la Syrie. Et c'est bon, parce que c'est un pays de confrontation avec Israël. Et puis c'est bien, c'est le seul pays arabe en fait qui n'a pas, c'est le seul avec l'Iran, avec l'Algérie et le Yémen d'ailleurs qui continue à boycotter Israël. À la limite, il faut se dire que Bachar el-Assad est un peu la continuité de Nasser. Hein, absolument, absolument, voilà. Absolument. D'ailleurs, beaucoup de manifestations de soutien qui ont eu lieu aussi bien en Égypte qu'en Tunisie à la Syrie, c'était hisser les photos de Nasser à côté des photos de Bachar el-Assad. Exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. La réunification du monde arabe. C'est exactement ça. Indépendant des voilà. US pour leur Exactement. Indépendant et autosuffisant, parce qu'on a les moyens d'autosuffisance importante en fait. Absolument. On avait des députés français qui sont partis en Syrie. Oui, ben ça continue. Il y a beaucoup de députés qui viennent régulièrement. Ouais. Il faut qu'on rentre la salle. Il y a très peu d'interventions. Enfin, il y a beaucoup d'intervenants, on n'a plus beaucoup de temps parce que je pense qu'on va se donner 10 minutes ou 5 minutes pour ranger la salle. Il y a une personne qui n'a pas parlé encore, les autres ont toutes pris la parole avant. Je suggère que ce soit celle-ci qui prenne la parole. Donc, si vous voulez, c'est donc Angelo qui va poser la question. Madame, oui. Parle plus fort. Je ne vous entends pas du tout. Avance, avance. Venez. Pardon, non, je parce que ça fait un écho dans la salle. Il y a un micro qui fonctionne. Je ne sais pas. Donc, je suis un Italien, mais qui vit en France, mais qui vit en Russie. Donc, aujourd'hui, je vais me faire le porte-parole de la Russie, puisqu'il n'y a pas de Russes. En définitive, de la raison pour laquelle donc, les Russes sont prêts. Les Russes sont prêts donc de votre pays. Il y avait un monsieur qui avait cité tout à l'heure le problème géopolitique du gaz. Oui, c'est vrai. Nabucco on l'a tué. Les Gazprom aussi. Maintenant, la Russie, qui a beaucoup de gaz à l'Europe, et nous avons besoin de leur gaz. On essaie de passer par le nord. Et les bras des zones sociales des Américains, Greenpeace, font tout justement pour que ce système-là ne passe pas par le nord. Donc la solution, c'est de rester les gaz de l'Arabie vers l'Europe
Et là, on sait bien qu'il faut qu'il passe par la Syrie, donc pas question qu'actuellement ces gaz puissent arriver en Europe, donc il faut faire sauter la Syrie. Bon, ça c'est ce que disent les Russes. C'est leur point de vue. Et donc c'est pour ça que les Russes, quelque part, protègent aussi son pays. Pas uniquement pour les gaz. Il y a 15 jours, je viens juste de rentrer aussi, il y a 15 jours, il y a eu toute une affaire, je ne sais pas si ici vous l'avez su, un avion, le beau SM-4 russe, qui est passé dans la Baltique, vous l'avez su. Oui. Donc c'était fait exprès. C'était fait exprès que le Russe passe juste 10 mètres devant en disant hey, je suis chez moi. Oh, coucou, qu'est-ce que vous êtes? Et bon, j'ai lu la presse européenne qui c'était incompétence du pilote, etc. Bon, il ne faut pas jouer sur ces choses-là. Mais ce que donc je voulais un petit peu dire d'abord, donc vous connaissez bien l'histoire de notre pays, puisque tout à l'heure vous avez parlé du prochain terrorisme qui pourrait arriver en Russie, mais il y a 15 jours, il n'est pas si con que ça. C'est un très bon joueur d'échecs. Il y a 15 jours, justement, ils ont fait voter une loi pour construire la 3e police. C'est la police, justement, c'est pas le ministère de l'Intérieur, c'est la police, justement, qui va surveiller ces gens-là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour le Russe. Ces gens-là, ils réfléchissent et ils savent réfléchir. Mais pour vous, j'avais juste une question, parce que je n'avais pas compris. Au début, vous étiez opposant à Bachar, quelque part, vous êtes revenu. Je vois en vous, en fait, un certain, j'utilise les mots parce qu'il n'est plus à la mode dans nos pays, un certain patriotisme. Mais est-ce que vous êtes revenu par patriotisme ou par un intérêt socio-économique et personnel? Vraiment par patriotisme. Au contraire, j'ai arrêté tout mon travail en France et je ne gagne rien en Syrie. Vraiment. Donc, c'est patriotisme. Voilà, complètement. On pourra dire que tu es le Jean Moulin de la Syrie. Alors, je vais quand même donner la parole juste pour des questions rapides. Il y a Romain, Gilles et Daniel. Si vous voulez poser rapidement votre question, et après ce sera terminé. Mais avant que de poser des questions, il y a une petite boîte rouge et jaune. Ne voyez aucune allusion aux couleurs, hein, je sais pas. Le jaune, c'est pas très chouette. C'est parce que nous avons quelques frais, notamment pour permettre à Essa, enfin c'est normal qu'on puisse lui payer le voyage, etc. Donc nous sommes une toute petite association et on vous demande d'avoir un peu de... Sinon on ne peut pas faire ce genre de rencontre. Voilà. On fait toujours appel à votre générosité, mais c'est la générosité, c'est-à-dire que pour vous permettre ce genre de conférence, eh bien il y a un coût. Donc, les différentes questions, ce sont... attendez. Il y avait Romain, je crois, c'est ça? Alors moi, ça sera... C'était, vous aviez dit plus tôt, par rapport à une question d'un par là, que si on avait décidé, l'Arabie Saoudite et les autres pays avaient décidé de baisser le prix du pétrole, c'était pour affaiblir la Russie et le Venezuela. Et c'est vrai que nous, on a une idée qui traîne souvent en France, c'était pour détruire l'industrie du gaz de schiste aux États-Unis. Et je vous pose la question justement si cette affirmation était vraie ou fausse finalement. Je ne sais pas, parce que je sais que la production du gaz de schiste coûte très cher. Et elle est polluante en plus. Et à mon avis, bon, peut-être qu'il y a des processus nouveaux qui diminuent la polluabilité ou la pollution. La question c'était plus, est-ce que l'Arabie Saoudite n'avait pas fait baisser les prix du pétrole pour tuer cette industrie aux États-Unis? Contre les États-Unis? Bah, peut-être. Non, mais apparemment, à mon avis, la raison immédiate, c'était beaucoup plus pour casser le prix du pétrole en Russie, au Venezuela et en Iran. Je crois que c'était... De toute façon, eux, ils savent... Les Américains, ils savent que... ils ont une mainmise sur l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, maintenant, c'est l'Arabie Saoudite qui paye tout l'armement des terroristes. Ils les achètent aux États-Unis. Et obligatoirement aux États-Unis.
C'est la même chose pour la coalition européenne. Quand ils ont fait la coalition européenne avec les États-Unis pour soi-disant combattre Daesh, ils ont exigé des Européens d'acheter des armes aux États-Unis, hein, alors qu'ils sont producteurs d'armes eux-mêmes. Ils ont exigé de l'Europe, de tous les pays européens qui participent à cette coalition, ils les ont obligés, un, à participer, deux, à acheter les armes aux États-Unis. Et ceci pour plaire au lobby de l'armement américain qui, la veille, avait fait une déclaration en disant on n'a pas beaucoup gagné avec Obama puisque nos actions ont baissé ou n'ont pas augmenté. Le lendemain de la déclaration de la coalition européenne, là, sous l'égide des États-Unis pour combattre Daesh, le lendemain, la bourse du lobby de l'armement, enfin de toute l'industrie d'armement américaine a augmenté, ils étaient contents. Voilà. Gilles, Daniel, pardon. Gilles, Daniel et monsieur, je crois. Non, Daniel. Alors Gilles. Alors moi, je veux dire que les gens se laissent souvent influencer par la propagande. Cette propagande qui est sans arrêt, la télé, tout ça. Et en définitive, il y a un exemple extraordinaire en ce moment. Je ne sais pas qui parmi vous a entendu parler des 28 pages. Les 28 pages d'entente. Des 28 pages. Ah, des 28 pages, oui, d'accord. Hein? En définitive, il y a une commission qui a été créée officiellement pour essayer d'enquêter sur les origines et les responsabilités pour l'attentat du 11 septembre 2001. Et l'administration Bush a laissé passer ce rapport, mais a enlevé 28 pages qui sont au secret. C'est une véritable bombe. C'est-à-dire qu'il est prouvé dans ces 28 pages que les organismes officiels américains ont tout fait pour cacher que des Saoudiens à des niveaux plus ou moins hauts dans la hiérarchie, ambassadeurs, consuls, etc., ont aidé directement financièrement et par trouver des logements, transporter des terroristes qui ont fait les attentats. Voilà. Donc c'est comme aussi, souvenez-vous, c'est beaucoup plus vieux, les vedettes du Golfe Tonkin qui avaient soi-disant attaqué la marine américaine. Et on a su plus tard que c'était complètement faux et ça a été le prétexte à l'intervention américaine au Vietnam. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser, d'un autre côté, il y a des choses qui sont justes de tous les côtés. Je ne dirais pas que M. Bachar el-Assad est tout blanc ou tout noir. Hein. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Mais il faut être méfiant, il ne faut pas être manichéen. Il faut regarder, peser les choses, s'informer. Et cet exemple-là de la commission américaine, alors c'est étonnant d'ailleurs parce que parmi vous, on en a entendu parler, parce que tout simplement, nos médias n'en parlent absolument pas, alors qu'aux États-Unis, c'est en ce moment. Il y a les élections, hein, là en ce moment, et cette affaire. Hein. Il ne parle que de ça. Oui, tout à fait. Alors, les 28 pages, si vous voulez accéder à ces informations, vous allez sur le site lescrises.fr. Hein, lescrises avec un tiret simple entre les et crises. Et c'est un style extraordinaire qui livre un tas de documents de différents pays. C'est vraiment très bien. À vous. Moi, je n'avais pas entendu parler. Je ne sais pas pourquoi, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses, mais ça me fait quand même beaucoup sourire tout ça. Parce que derrière les attentats du 11 septembre, il y a des Saoudiens, peut-être, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer que ces gens-là aient été capables de mettre au point ce qui s'est réellement passé le 11 septembre. Je peux me permettre, je fais quelque chose. Moi, je ne sais pas qui est derrière. Je ne peux pas porter une accusation sur X, Y ou Z. La seule chose que je peux, par le biais d'une réflexion, d'une analyse, un tant soit peu qui tient la route, c'est que pour détruire ces tours, il faut une technologie phénoménale. Et les Saoudiens ne l'ont pas. Israël et les États-Unis, oui. Voilà, exactement. Je ne me permets pas d'accuser qui que ce soit, mais le fait est là. Enfin, le fait est là. Moi, je voudrais quand même attirer l'attention sur deux phénomènes. Hein? Sur deux faits, si on veut parler du 11 septembre, mais je voudrais qu'on parle aussi de tas de choses. D'abord, si on veut parler du 11 septembre, moi je pense que dans un pays comme les États-Unis, où il y a
FBI, CIA, machin, etc. Un fait de cette ampleur ne peut pas se produire sans qu'il y ait une complicité quelque part réelle. Ça, c'est un premier point. On le constate, et puis, même si ça arrive, si c'était arrivé dans le moindre pays du tiers-monde, je crois que les responsables de ces services auraient passé sur le budget de 7 ans. Ils n'auraient pas eu, oui, ok, on ne vous a pas écouté, on va vous donner du budget supplémentaire pour que vous arriviez à assurer mieux vos fonctions. Ça, je n'y crois pas. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, je pense quand même que le cours des événements a fait aujourd'hui, rétrospectivement, on peut penser que c'était un point quand même un événement mondial qui a permis l'invasion de l'Afghanistan, qui a permis de dire guerre au terrorisme sans jamais définir ce que c'est le terrorisme. Donc ça a permis de mettre en avant une nébuleuse contre laquelle on se bat, mais en fait on ne se bat pas, on va envahir des pays au nom de cette nébuleuse, et l'Afghanistan, l'Irak, etc. ont été envahis en son nom. Dernier point, je ne peux pas dire quand même que le fait augmenter le budget à la fois des services secrets, des services de renseignement, de l'armée américaine, etc., ça a été occasionné par ça, alors que la veille, ça a été rejeté par le Congrès. Donc, c'est aussi des choses qui font que... Et plus ce qui a été dit sur le fait que le propriétaire des dunes voulait les détruire, mais ça coûtait trop cher de les détruire, plus le fait que certains ont été informés de ne pas aller à leur travail ce matin-là, etc. J'ai du mal à penser que ça a été fait de l'extérieur et par 10 Saoudiens à l'extérieur. Et la politique de sécurité.